Canada. Je suis Alex Castonguay. Je serai avec vous dans les prochaines minutes pour vous présenter et analyser avec mes collaborateurs le budget fédéral 2024-2025. La ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, vient de se lever à la Chambre des communes pour livrer son discours du budget. Aussi une rencontre de travailleuses et de travailleurs de la construction en offrant de nouvelles possibilités aux apprentis et en reconnaissant les titres de compétences étrangers. Un budget pour la prochaine année qui totalise 535 milliards de dollars de dépenses en incluant les frais de la dette et près de 495 milliards de revenus, ce qui engendre un déficit budgétaire de 39,8 milliards de dollars en droite ligne avec les prévisions de l'automne dernier. Ma collègue Laurence Martin est avec moi pour nous expliquer les faits saillants du budget fédéral. Bonjour Laurence. Bonjour Alex. Alors le déficit budgétaire n'est finalement pas plus imposant que prévu, contrairement à ce que les annonces des dernières semaines laissaient penser. Comment on explique ça? Mais la croissance économique en début d'année qui est meilleure que prévu. Chrystia Freeland qui commence son budget en disant « L'économie canadienne surpasse les attentes ». En 2023, déjà, le PIB réel a augmenté de 1,1 %. Ça, c'est 3 fois plus élevé que les prévisions qui avaient été faites lors du dernier budget. En début d'année, début 2024, c'est là où ça s'améliore vraiment. Pour l'instant, au premier trimestre, on parle d'une croissance qui tournerait à 3,5 %. La vigueur de l'économie américaine aussi qui aide le Canada. Il y a plus de confiance des ménages, des entreprises. Ça aide à compenser les taux d'intérêt qui sont élevés. Donc ça, c'est pour l'année qui vient de se terminer, 40 milliards de dollars de déficit. Puis pour les années à venir, là aussi, les prévisions budgétaires qui sont à peu près respectées. On est dans les mêmes ordres de grandeur, mais ce sont des gros déficits. Là, vous l'avez dit, 39,8 milliards de dollars cette année, 38,9 milliards l'an prochain. On prévoit 20 milliards de déficit en 2028-2029 et toujours pas de plan de retour à l'équilibre budgétaire. Et pendant ce temps-là, bien évidemment, le service de la dette nous coûte cher. L'intérêt, là, dans 5 ans, l'intérêt sur la dette va nous coûter 64,3 milliards de dollars. Donc, on a eu droit à un effeuillage budgétaire depuis plus de 2 semaines. Est-ce qu'il restait quand même des nouveautés à annoncer? Oui, quelques-unes. En fait, Mme Freeland, dans ce budget, annonce plus de 39 milliards de dollars de nouvelles dépenses sur 6 ans. Il y a plus de 20 % de ça qui est dédié au logement, beaucoup qui ont déjà été révélés dans l'opération effeuillage. Ce qui est intéressant aujourd'hui pour le logement, c'est qu'on met l'accent sur le transfert des terrains, des édifices fédéraux vides pour la construction de logements. On parle entre autres de convertir des édifices de Poste Canada, mais ça, c'est parfois plus long que ce qui est annoncé. Ça peut prendre plusieurs années, parfois même des dizaines d'années. Beaucoup de dépenses sociales aussi qui sont annoncées aujourd'hui. Les libéraux qui mettent de l'argent dans leur programme d'assurance médicaments, ça, c'est clé pour l'entente avec le NPD. 1,5 milliard de dollars sur 5 ans pour soutenir l'établissement du programme. On verse de l'argent aussi pour les personnes handicapées. Vous savez qu'il y a ce projet de loi qui a été adopté l'été dernier pour un supplément de revenus pour les personnes qui vivent avec un handicap. Ça pourrait être de jusqu'à en fait 2400 $ par année. Ça va commencer en juillet 2025 et ça va coûter environ 6 milliards de dollars sur 6 ans. Augmentation aussi des prestations de vieillesse, 30 milliards de dollars de plus sur 5 ans. Pour les jeunes aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de... C'est un budget que les libéraux voulaient dédier en fait aux jeunes, aux milléniaux, Génération Z ici. Il y a plus d'1 milliard de dollars pour les bourses d'études, pour les prêts. Il y a des mesures aussi pour les petites et moyennes entreprises. Là, on va remettre à 600 000 sociétés qui ont moins de 500 employés l'équivalent de la tarification sur le carbone qu'ils ont payé dans les dernières années. Et ça va être un versement direct parce qu'on veut s'assurer du côté du gouvernement libéral que les entreprises le savent, que ça ne passe pas inaperçu, là. Et on a donc, pour compenser ces nouvelles dépenses, Oui. Une décision du gouvernement de taxer les plus riches. On joue avec le gain en capital. Oui, le gain en capital qui, dans le fond, si vous avez par exemple des actions, si vous les revendez, c'est justement la différence entre le montant que vous les avez payés et le montant que vous les revendez. Même chose pour une propriété qui n'est pas votre résidence principale. Si vous avez par exemple acheté une propriété à 100 000 $ il y a 20 ans, que vous la revendez 1 million de dollars, bien, il y a 900 000 $. Ça, c'est le gain en capital. Donc, à l'heure actuelle, pour les particuliers, le premier 250 000 $ de gain en capital est imposé. En fait, il y a 50 % de ces revenus-là qui sont imposables. Maintenant, en fait, à partir du 25 juin, ça va être 2/3 de ces revenus qui le seront au-delà du 250 000 $. Donc, comme je le disais, les résidences principales seront exemptées de cette mesure. On parle d'environ 40 000 personnes qui seraient visées, donc on est vraiment dans le moins de 1 %. Et pour les entreprises, les fiducies, tous les gains en capitaux seront dorénavant taxés à 66 %. Laurence Martin, merci beaucoup. Je vous en prie. Justement, pour mieux comprendre cette mesure surprise sur la taxation des plus fortunés, je reçois maintenant Luc Godbout,
titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, qui était avec nous dans le huis clos budgétaire à Ottawa. Monsieur Godbout, bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous, quand on dit que Mme Freeland va chercher l'argent chez les plus riches, qu'est-ce qu'elle annonce concrètement? Elle annonce un changement dans la taxation du gain en capital. Alors, historiquement, le gain en capital a toujours profité d'un traitement fiscal préférentiel. De 2000 à nos jours, le traitement préférentiel, c'est que finalement, vous faites $1 de gain en capital, vous incluez seulement 50% du gain dans votre déclaration de revenus. Donc, un avantage de 50%. Et là, on vient réduire cet avantage-là de 50% à 33%. Et donc, vous allez inclure le 2/3 du gain en capital maintenant dans votre déclaration de revenus. Donc, une imposition plus lourde, mais qui va rester quand même un traitement préférentiel. Ça s'applique à partir du 25 juin prochain. Ça veut donc dire que ça ne s'applique pas à partir de minuit ce soir, ça s'applique à partir du 25 juin. Les gens vont avoir le temps d'organiser leur affaire s'ils veulent déclarer du gain avant la date fatidique du changement de taux. Il faut bien comprendre qu'on dit qu'on va chercher de l'argent chez les plus riches. Le taux d'inclusion du gain en capital qui est changé, c'est pour l'ensemble des sociétés, donc des compagnies, ça c'est fait. Mais pour les particuliers, il faut faire plus de 250 000 de gain en capital dans une même année pour que le dollar additionnel de gain en capital fasse l'objet de la majoration du taux d'inclusion. Autrement dit, le premier 250 000 de gain en capital par année continue d'être inclus dans votre déclaration au taux de 50%. Est-ce que ça touche beaucoup de monde? Ça touche pas beaucoup de monde. On parle d'une quarantaine de mille de particuliers et d'à peu près 300 000 entreprises par année. Et ça, bien évidemment, peut-être cette année, il y en aura plus parce que les gens vont vouloir se prévaloir d'une plus-value passée. Mais c'est les estimations du ministère des Finances. Si les fiscalistes y attendaient, c'est qu'il y avait une anomalie. C'est qu'il y avait quelque chose à corriger probablement dans notre régime fiscal. Oui, tout à fait. Les fiscalistes travaillent pour minimiser la facture fiscale de leurs clients. Et lorsqu'on reçoit comme particulier un dividende d'une entreprise, le taux maximum qu'on peut payer, c'est 40%. Et quand c'est du gain en capital, c'était 26,2%. Donc, il y a un écart. Et là, les fiscalistes travaillaient à convertir du dividende déterminé en gain en capital imposable. Et donc, il y avait toutes sortes de stratagèmes. Et après ça, des fois, la ligne est mince. Ils se retrouvaient devant les tribunaux en contestation devant Revenu Canada. Et là, on se trouve à rendre davantage similaire le traitement entre le gain en capital. C'est pas encore parfait, mais il y a moins d'écart entre les deux traitements. Et là, il faut savoir que ça a déjà existé une taxation de gain en capital comme celle qu'on vient d'annoncer. En fait, c'est un retour en arrière. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, dans le fond, c'est ça. C'est quelqu'un qui déchire sa chemise en disant ça n'a pas de bon sens que le gain en capital soit inclus aux 2/3 dans la déclaration. Mais il faut comprendre qu'avant 1972, c'était le nirvana du gain en capital. Il n'était pas du tout inclus dans les déclarations d'impôt. Par la suite, on a inclus seulement la moitié du gain en capital de 1972 à 1987. 1988-89, on incluait le 2/3, comme actuellement. Et de 1980, toutes les années 90, on incluait le 3/4 du gain en capital dans la déclaration. Donc, les conservateurs de Brian Mulroney avaient alourdi le traitement sur le gain en capital, bien qu'il y avait un traitement préférentiel. Et là, on retourne au milieu des années 80 en termes de traitement là, sur le 2/3 du gain en C'est pas capital. Martin qui avait fait marche arrière. Et là, on revient à l'époque de Brian Mulroney un peu plus. Oui. OK. Est-ce qu'il y a un impact important dans les finances publiques? Est-ce que cette mesure-là permet d'aller chercher beaucoup d'argent pour le gouvernement? Pour l'année en cours, comme il y a du gain en capital couru et que les gens vont vouloir profiter de l'ancien taux, c'est cette année que c'est le plus rentable pour le gouvernement. Mais sur une période de 5-6 ans, on parle de 19 milliards de revenus additionnels si tout se passe comme prévu. Et là, pour rendre du côté des entreprises un traitement quand même intéressant, continuer qu'il y ait un traitement favorable pour les entreprises, on a bonifié les mesures existantes, on a créé une nouvelle mesure pour à peu près 1,5 milliard, ce qui fait qu'au net, on parle plutôt d'un rendement de 18 milliards environ. Donc, toutes ces mesures-là sur le gain en capital, est-ce que ça peut nuire à la productivité ou à l'économie canadienne? Dans la mesure où on a accru l'exonération de gain en capital pour les petites entreprises ou les dirigeants de petites entreprises, je ne crois pas que ça va nuire à la décision de se lancer en affaires, l'esprit d'entrepreneuriat. Donc, ça devrait être assez modeste là, comme effet défavorable, je ne crois pas. Luc Godbout est titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Merci d'avoir été avec nous. Il n'y a pas de quoi. À bientôt. Mon collègue Gérald Fillon, animateur de Zone Économie, a également décortiqué le budget Freeland.
avec des trimestres plus difficiles, une forme de stagnation de l'économie, mais le début de l'année est quand même assez bon. Ça fait en sorte que les revenus du gouvernement fédéral sont un peu plus élevés qu'attendus. Ça fait en sorte aussi que la croissance économique cette année sera probablement plus forte qu'attendue, et plus forte qu'attendue même par les prévisionnistes du secteur privé, ce qui fait que le gouvernement s'appuie vraiment sur une croissance relativement faible de 0,7% cette année. Mais la Banque du Canada nous disait encore récemment qu'on allait probablement connaître une croissance de 1,5%. Donc, est-ce que le Canada est sorti de cette possibilité de récession? On ne peut pas répondre non, mais en tout cas, l'atterrissage de l'économie est davantage en douceur qu'abrupte pour l'instant. Et donc, ça procure une petite marge de manœuvre financière au gouvernement qui a choisi de dépenser dans différentes mesures. On a beaucoup entendu parler de logement dans les dernières semaines, de l'aide alimentaire en milieu scolaire ou encore de défense nationale. Quel effet ça donne sur le déficit? Le déficit demeure relativement élevé parce que le gouvernement a décidé quand même d'ajouter des dépenses supplémentaires. On a presque 40 milliards sur 5 ans de déficit prévu, de nouvelles mesures qui sont prévues, et il y a 45 milliards de déficit de plus qui sont prévus dans ce budget par rapport au budget de l'an passé. Donc, étant donné que les revenus sont un petit peu plus élevés avec la croissance de l'économie qui est attendue, puis parce qu'on vient augmenter la taxation du gain en capital, c'est quand même notable dans les revenus supplémentaires de l'État, le gouvernement réussit à maintenir à peu près à flot ce qui était déjà prévu. 40 milliards de déficit l'an passé, 40 milliards de déficit cette année, mais on ne revient pas à l'équilibre budgétaire, on n'a pas de cible de déficit zéro. Dans 5 ans, on sera encore en déficit de 20 milliards de dollars. Le gouvernement ne vise jamais le retour à l'équilibre budgétaire. C'est arrivé une fois depuis 9 ans que j'ai entendu parler de déficit zéro. C'était à la mise à jour, je pense, pas la dernière, mais l'autre précédente, où je pense par erreur, le gouvernement avait mis une année où on serait à l'équilibre budgétaire. On nous disait non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Ben, c'est pas ça leur priorité. Leur priorité, c'est de faire baisser la dette. La dette baisse par rapport au PIB. C'est de s'assurer que le déficit tombe en bas de 1% du PIB. C'est ce qui va arriver aussi dans les prochaines années, et qu'on ne dépasse pas 40 milliards de déficit, puis on ne dépasse pas 40 milliards de déficit. 40 milliards, pour les gens, ça ne veut pas dire grand-chose. Est-ce grave, docteur? Est-ce que c'est grave d'avoir un déficit de 40 milliards de dollars? Ce n'est pas grave dans une économie de 2500 milliards à peu près. Ça représente 1,3-1,4% du PIB. C'est le plus faible du G7 quand on compare le Canada avec les autres pays. Ce qui est grave, c'est la croissance qui ne semble pas vouloir s'essouffler des dépenses. Le gouvernement ne fait que très peu de choix de compression ou d'efficacité dans l'appareil de l'État ou dans ses programmes, ne fait qu'ajouter. Alors, voyez-vous, les dépenses vont augmenter de 8% cette année, les dépenses de portefeuille, et j'ajoute également l'intérêt sur la dette, parce que cette partie-là prend de plus en plus de place, même que la dette nous coûte plus cher que ce que rapporte la TPS aujourd'hui. Alors, on est vraiment dans une situation où le Canada, où le gouvernement fédéral, le gouvernement libéral de Justin Trudeau, a du mal à contenir sa croissance des dépenses. C'est davantage ça qui provoque des inquiétudes chez les économistes et dans les milieux d'affaires également. Est-ce que c'est une approche qui est soutenable à long terme? C'est une approche qui va demander des revenus supplémentaires. Alors, soit qu'on a une croissance économique qui est plus forte, et parce qu'on a augmenté la productivité des entreprises, ou parce qu'il y a un emballement économique, mais ça, c'est de rêver un peu là, que tout va bien se passer comme on l'espère, ou soit qu'on augmente la taxation puis les impôts. Et là, cette année, on décide de le faire. On augmente la taxation du gain en capital. C'est quand même très important comme réforme fiscale, comme transformation. Ben, pour atteindre les objectifs prochains dans les prochaines années, est-ce que ça veut dire que le gouvernement sera obligé d'augmenter d'autres taxations, d'autres impôts dans le futur? C'est une vraie question, là. Parce que le gouvernement se retrouve dans une situation de déficit structurel. Alors, est-ce qu'on maintient ça? Est-ce qu'on compte sur la croissance de l'économie? Est-ce qu'on compte sur la productivité des entreprises? Il n'y a pas grand-chose pour améliorer la productivité. Et la productivité est faible généralement dans les entreprises au Canada. Alors, si vous voulez des revenus supplémentaires, ben, peut-être que vous êtes obligé de les créer en taxant davantage la population et les entreprises. Gérald Filion, merci beaucoup. Merci. Au revoir. On termine notre émission spéciale sur le budget fédéral avec notre analyste politique, Fanny Olivier. Bonjour Fanny. Bonjour Alain. Alors, à la lecture du budget, on constate rapidement que le gouvernement Trudeau veut séduire les jeunes. D'ailleurs, le budget s'intitule « Une chance équitable pour chaque génération ». Donc, on voit qu'avec les annonces sur le logement ou le coût de la vie, on cherche à répondre aux préoccupations des millénarios ou de la génération Z.
Est-ce que c'est mission accomplie d'après vous? Est-ce qu'on aide vraiment les jeunes générations? C'est l'intention. Les libéraux cherchent à plaire aux jeunes à qui ils doivent leur arrivée au pouvoir en 2015, mais qui leur tournent désormais le dos. Et c'est vrai qu'on dépense quand même plusieurs milliards avec pour des mesures qui doivent en théorie aider les plus jeunes. Bon, près de 4 milliards sur 5 ans pour construire de nouveaux logements. On augmente les bourses d'études de 1 milliard cette année. On donne 700 millions pour la santé mentale des jeunes. Mais attention, il y a quand même des bémols. L'investissement pour les logements, ça prend du temps. Les jeunes ne vont pas voir rapidement les fruits de ces investissements-là. Et ça se peut qu'ils ne soient même plus des jeunes démographiquement parlant quand ces logements-là vont être construits. Par ailleurs, vous remarquerez que cette année, il n'y a pas de chapitre dans le budget consacré à l'environnement, contrairement aux autres années, alors que ça reste un sujet qui est important pour les jeunes, l'avenir de la planète. Bon, on annonce des investissements dans des technologies qui ne font peut-être pas l'unanimité, 3 milliards pour l'énergie nucléaire, mais on ne met pas du tout l'accent sur la lutte au changement climatique. Alors, je dirais que oui, on répond en partie aux préoccupations des plus jeunes générations, mais avant d'être le budget des jeunes, je dirais que c'est avant tout un budget électoraliste, avec toute une panoplie de mesures qui cherchent à donner un coup de pouce à tout un chacun. Un budget dans lequel on ne fait pas de choix difficiles, on continue de dépenser beaucoup, on ne donne pas de coup de frein pour les dépenses, même si ça place les finances publiques dans un état de vulnérabilité par rapport aux éventuels imprévus. Et on vogue sur la priorité qui est au goût du jour aujourd'hui. Il y a quelques années, c'était la croissance verte. Aujourd'hui, c'est le logement, c'est le coût de la vie, et c'est ce qui est reflété dans le document d'aujourd'hui. Bon, il y a une entente entre les libéraux et le NPD pour se maintenir au pouvoir. Est-ce que ce budget-là répond aux exigences de cette entente-là du NPD? Est-ce que, dans le fond, on va réussir à faire adopter ce budget-là? Oui, les libéraux sécurisent, je dirais, avec ce budget-là, le soutien du NPD. On établit, par exemple, les bases du programme national d'assurance médicaments avec 1 milliard 500 millions sur 5 ans. On bonifie aussi le filet social, qui est un thème qui est cher au NPD, avec la prestation canadienne pour les personnes handicapées, un programme d'alimentation scolaire. On décide aussi de taxer les plus riches en augmentant les impôts sur les gains en capital. Alors oui, plusieurs pages qui ont été écrites à l'encre orange, mais on sent aussi la marque ou l'influence de Pierre Poilievre avec peut-être des passages soulignés en bleu. Et c'est particulièrement vrai avec l'approche de Christopher Lynn sur le logement. Pierre Poilievre qui avait lancé l'idée de convertir des terrains fédéraux, de bâtir des logements sur des terrains publics. On trouve ça dans le budget aujourd'hui. On trouve aussi une attitude plus dure envers les autres paliers de gouvernement, comme on avait eu un peu écho au départ avec Pierre Poilievre quand il avançait ses idées sur le logement. On a un changement aussi dans le langage sur l'immigration. On change de ton un peu pour se rapprocher de celui du Bloc québécois, du Parti conservateur, quand on note par exemple que la forte augmentation des immigrants temporaires a contribué au récent déclin du PIB par habitant. Et enfin, je dirais que les libéraux fourbissent leurs armes contre les conservateurs en vue des prochaines élections, notamment sur la taxe sur le carbone. Donc, on rembourse la redevance sur le carbone que les entreprises, les PME paient ou ont payé ces dernières années, un peu comme on le fait avec les particuliers. C'est comme si on veut rendre plus complexe politiquement toute tentative de Pierre Poilievre d'abolir la tarification sur le carbone en moussant un peu la politique, comme on le fait auprès des contribuables, en l'étiquetant vraiment très clairement pour les entreprises. Et ça, c'est un chèque de 3 milliards de dollars qu'on va envoyer aux PME et on va s'assurer qu'ils l'ont puisqu'on va l'envoyer vraiment directement à elles. Alors, pour la taxe carbone, effectivement, on va dire à Pierre Poilievre, maintenant, coupez-la, la taxe carbone, les PME, les 3 milliards de dollars, elles vont vouloir l'obtenir. Donc, ça fait partie, effectivement, du discours qui va être véhiculé certainement. Bon, est-ce qu'on repousse, est-ce qu'on peut dire que c'est un budget qui met sur la continuité? Est-ce qu'on repousse les choix plus difficiles, peut-être à l'an prochain? Clairement, on ne peut pas reprocher aux libéraux de manquer de cohérence, notamment sur la taxation sur les riches. On s'en souvient, quand ils étaient arrivés au pouvoir, les libéraux avaient augmenté l'impôt pour ceux qui gagnent plus de 200 000 $ par année. On avait une mesure similaire l'année dernière avec ceux qui gagnent 300 000 $ par année, avec l'augmentation de l'impôt minimum de remplacement. Le gouvernement Trudeau continue d'accumuler les déficits sans horizon de retour à l'équilibre budgétaire. Ça aurait été surprenant avec qu'après toutes ces années-là, on arrive soudainement à trouver des vertus à la rigueur, qu'on place peut-être comme priorité le retour à l'équilibre budgétaire. Les libéraux n'auraient pas été crédibles avec cette approche-là. Ce n'est plus la marque de commerce des libéraux. On est très loin des années Paul Martin où on avait procédé à des coupes majeures dans l'appareil gouvernemental. Donc, je dirais que on fait le pari de se présenter comme ceux qui améliorent le sort des gens, mais la question qui demeure, Alex, c'est est-ce que les Canadiens vont écouter? Est-ce qu'ils jugent que les libéraux sont encore les mieux placés pour porter leurs priorités? Annie Olivier, merci beaucoup. Je vous en prie.
fin de journée.